Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavie, on se retrouve en ce jour pour le chapitre 7 du Prince de Niccolò Machiavelli. Ouais, j'ai fait le fait de l'italien, c'est faux, j'ai fait allemand, et en ce jour nous parlerons du chapitre 7, comme je l'introduis juste avant, et qui a pour nom des principautés que l'on acquiert par les armes d'autrui et par la fortune. Chapitre 7, qui contraste avec le chapitre 6, notamment, plus particulièrement. Chapitre 6 que l'on a vu précédemment et qui se nomme des principautés nouvelles acquises par les armes et par l'habileté de l'acquéreur. Pourquoi il contraste? Nous allons le voir tout de suite, mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la fortune? Qu'est-ce que ce sont que les armes d'autrui? Alors quand on acquiert une principauté par la fortune ou par les armes d'autrui, c'est-à-dire que l'on acquiert aux dépens de la volonté d'autrui, c'est-à-dire par des donations, par des sommes d'argent, ou par des armes, par l'aide. Enfin, on se fait pas tout seul. Par exemple, un prince qui met à la tête d'une province nouvellement acquise un sujet plutôt lambda. Et attention à ne pas confondre avec la transmission dynastique qui vient pas des principautés nouvelles, mais des principautés héréditaires dont nous avons parlé dans le chapitre 2. Au contraire de la vertu, des principautés acquises par l'habileté et les armes propres de l'acquéreur, où c'est l'acquéreur lui-même qui se fait, indépendamment des volontés d'autrui. Enfin, indépendamment. Évidemment, il faut les prendre en compte, sinon on se vite bouffer. Mais qui se fait par sa propre intelligence, courage, force, ruse, par la vertu. Alors que par la fortune, on est secondé tout au long de notre accession, de notre ascension, et en haut, on dépend des volontés d'autrui, et on n'a pas les racines assez profondes pour pouvoir se réclamer indépendant. Pour métaphoriser la chose, c'est un peu comme si on était la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, c'est pas nous qui l'avons fait. Alors que par la vertu, on est la cerise, mais le gâteau, la farine, les œufs, le chocolat, le beurre, vous mettez ce que vous voulez dedans, je suis pas pâtissier, et c'est vous qui avez construit votre édifice. Ça a été compliqué, vous avez souffert, vous avez su créer et saisir des opportunités, et une fois en haut, bon, vous êtes la cerise, mais un peu tranquille, en quelque sorte. Voilà. Et comme disait Machiavel, moins un homme ne devra la fortune, mieux il saura s'y maintenir, en haut de l'édifice, en haut à la tête de la principauté nouvelle. Alors que par la fortune, on dépend d'autrui. Et à moins d'un grand esprit, d'une grande valeur, n'ayant pas les racines assez promptement enfouies dans le sol de l'État, de la principauté, au moindre coup de vent, je peux dire que si on est plus secondé par la fortune, par exemple ceux qui nous ont soutenus ne sont plus là pour nous soutenir, hop, on se fait balayer, et c'est la fin. Enfin, mais à moins d'un grand esprit et d'une grande valeur, c'est-à-dire faire preuve de vertu après avoir été secondé par la fortune. C'est-à-dire faire preuve de ruse, de force, de courage en haut de l'État pour restructurer l'édifice, même si c'est une entreprise périlleuse, et restructurer ses alliances, tout ça, etc. Se faire soi-même au sommet de l'État. Mais bon, c'est une entreprise assez compliquée. Machiavel nous en prend un exemple, dont on va parler tout de suite. Pour résumer ses premiers propos, c'est par la fortune, c'est facile d'accéder au pouvoir, mais c'est compliqué de se conserver, alors que par la vertu, c'est compliqué d'accéder au pouvoir, mais en haut, il est plus aisé de s'y maintenir. Alors que la fortune, on n'a souvent pas les alliés ni les compétences pour savoir se maintenir sans elle. Et souvent, l'ascension fulgurante se précède à une chute tout aussi rapide. Nous allons voir maintenant plutôt, l'exemple de César Borgia, qui est né des ébats du pape, Alexandre VI, et de sa maîtresse Vannozza Catenei,
en 1475. D'ailleurs, ce fut l'un des premiers papes à reconnaître ses enfants illégitimes. Bon, des bâtards, quoi. Et par ailleurs, César Borgia sera l'un des princes les mieux dépeints par Machiavel, étant donné que Machiavel eut des fonctions auprès de lui entre octobre 1502 et janvier 1503, du fait que Florence voulait s'assurer que César Borgia ne voulait pas s'accaparer la République florentine. Alors César Borgia, déjà, il naît avec un bon statut. Son père est pape. Bon, à l'époque, il était cardinal, mais il devient pape. D'une grande famille, d'une illustre famille de Valence, en Espagne. Par ailleurs, il sera aussi archevêque de Valence. Bon, voilà. Bon, déjà, il a de bons fondements. Il a un bon début de gâteau, quoi. Il sera aussi soutenu par la France. La France, pourquoi ? Bon, parce que le pape fera la faveur au roi français de l'époque d'annuler son mariage, ce qui se faisait pas à l'époque. Mais bon, il lui donnait la faveur, donc les Français furent redevables envers le pape, et du coup, le pape, étant donné qu'il veut mettre bien son fils, hop, les faveurs la France, les avantages que la France lui procure, il les procure à son fils. Son fils qui sera aussi le mari de la sœur du roi de Navarre. Alors, César Borgia, grâce au contact, grâce à son père, grâce à la fortune, put s'acheter des mercenaires et eut la stature de roi des États pontificaux. Enfin, il devait nettoyer tous les États pontificaux parce que tu avais dans certaines villes certains ducs qui étaient qui se sentaient indépendants. Et donc il fallait les remettre à leur place. Bon, il suffit faire preuve de force, de ruse, même avec la fortune. Il était quand même un homme compétent. Par exemple, quand je parle de ruse, je peux penser à la merveilleuse tromperie du 31 décembre 1502, à Sina Gaglia, au cours de laquelle César Borgia trucidera, en trompant, par ruse, ses ennemis. Bon, c'était une sorte de banquet, puis il les a trompés. Bon. Oui, assez vil, quand même. C'était pas très noble. Bon, il sut se rendre maître de la Romagne et puis de la Marche. Il avait tout fait pour stabiliser son pouvoir, là où il en avait. Par exemple, il créa des institutions, fera preuve de sévérité via un ministre, qui d'ailleurs trucidera après parce que ce ministre qui était très sévère, qui lui avait servi un temps, avait pu mettre en haleine certaines personnes du peuple, en rancœur certaines personnes du peuple, et il l'avait fait trucider sur la place publique, à la fois pour que ces personnes-là se sentent réparées dans leurs dommages, dans les dommages qui leur avaient été commis, et qu'ils aient peur aussi. Bon, il sut se faire aimer et craindre à la fois, il sut faire preuve de magnanimité, de libéralité aussi tout autant. En quelque sorte, il a su être intelligent, avoir la force nécessaire, et il fallait qu'il se crée des fondations assez solides pour résister à la chute de son père prochaine, parce que la vie n'étant pas indéfiniment n'était pas infini, son père allait mourir un jour ou l'autre. Alors, son père mourut un peu plus tôt que lui ne l'avait prévu, de la malaria. À cette époque, il avait les fondements assez solides. Bon, pour vous les réciter. Alors, la caméra s'est coupée, j'en ai profité pour changer de cadre. J'espère qu'il vous plaira. Alors, on en était aux prédispositions que César Borgia avait pris pour pouvoir survivre à la mort de son père, le pape Alexandre VI, qui l'avait mené au pouvoir et qui était gage de sa conservation, surtout. Donc il avait essayé d'être l'architecte de son propre État, de se créer la structure nécessaire pour résister au choc qu'allait être la mort de celui qui l'avait fait. Alors, première prédisposition, il avait éteint complètement les races des seigneurs qu'il avait dépouillés. Par exemple, la merveilleuse tromperie de Sinigaglia,
et ne laissant point ainsi au pape les occasions que l'existence de ces races lui aurait fournies. Il gagna les gentilshommes de Rome afin de tenir par eux le pontife en respect. Il s'attacha autant qu'il le put au Sacré Collège, et il se rendit, avant la mort du pape qui vivait alors, assez puissant pour se retrouver en état de résister par lui-même à un premier choc. Et puis il avait créé des institutions, il avait su se faire aimer du peuple, parce que le peuple, avant que César Borgia soit là, avait plus souvent été dépouillé par des hommes faibles qui vivaient auparavant sur ces États, qui dominaient ces États, et donc il sut se tenir le peuple aussi en respect. Mais, il y a un mais, parce que sa chute fut brutale aussi, ce qui prouve que même malgré ses actions, malgré toutes les prédispositions qu'il avait prises, son instinct de pouvoir excellent qu'il avait, ce n'était pas un prince virtuose. Virtuose, vertu, chapitre 6. Et ce fut avant, parce que son père, Alexandre VI, mourut de la malaria, et lui fut en même temps malade lors de l'élection du nouveau pape. Bon, il survécut, mais son pouvoir, non. Donc il ne put pas autant peser qu'il l'aurait voulu dans cette élection. Le premier pape qui fut élu était neutre sur la question de César Borgia, mais au bout d'un mois, il mourut. Et ensuite, ce fut un pape auquel il n'aurait jamais dû consentir à ce que celui-ci soit élu. C'était Jules II, qu'il avait offensé auparavant. Et comme nous le dit Machiavel, qu'est-ce qui rend les hommes ennemis ? Ce sont surtout la crainte et le ressentiment. Et après, bon, Jules II a tout fait pour qu'il soit... Donc, comme quoi, malgré tout l'édifice qu'il avait essayé de reformer à sa patte pour pouvoir résister à ce choc que serait la mort de son père, Alexandre VI, de la fortune qu'il avait menée, il ne put résister. Bon, après, du coup, il fut emprisonné par les Espagnols. Pour la petite histoire, il s'évada, et puis mourut dans une embuscade en 1507 à Navarre, là où il y avait... si vous vous rappelez bien, c'est la sœur de... Son épouse est la sœur du roi de Navarre. Et puis lors d'une bataille et tout, il fut pris en embuscade et puis il mourut en 1507. 31 ans, mais quand même une belle vie. Bon, tout ça pour dire, pour conclure, que la fortune, elle nous mène facilement au pouvoir, mais les vrais défis se concentrent quand on y est. Voilà tout. Bon, c'est la fin de ce chapitre 7. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à liker, vous abonner. On se retrouve très bientôt pour le chapitre 8, un peu plus court. Allez, c'était Slavier. Tchuss! It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it